Vendredi 26 août, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Algérie, visite de travail et d'amitié du président français Emmanuel Macron hier. Il est venu accompagné d'une importante délégation économique. Aucun contrat n'a été signé, on fait le point dans un instant. Au Royaume-Uni, crise énergétique, le coût de l'électricité et du gaz augmentera à 80% et ce à partir du mois d'octobre. Une campagne de manifestation Don't Pay UK a été lancée. Et dans le dossier du Sahara occidental, la ministre allemande des Affaires étrangères déclare que son pays, comme l'Union européenne, parie fort sur les négociations menées par les Nations Unies dans le cadre de l'amélioration des chances de trouver une solution permanente et satisfaisante pour tous les parties. En Éthiopie, après 5 mois de trêve, les combats entre forces gouvernementales et rebelles tigréens ont repris à la frontière sud de la région. 4 personnes sont mortes dans un bombardement. Nous le disions en titre, visite de travail et d'amitié du président français Emmanuel Macron hier en Algérie. Il est venu accompagné d'une délégation de dizaines de personnes. Son ministre de l'économie en fait partie, mais aussi de nombreux acteurs économiques dans l'écosystème français. Et pourtant, aucun contrat sur le plan économique n'a été signé lors de cette visite. Redem Batache. Beaucoup d'espoir accompagnait la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie sur le plan économique. En témoigne la ribambelle de chefs d'entreprise, hommes d'affaires, consultants économiques ou encore jeunes acteurs du secteur du numérique, venus sans doute pour prêter main forte au ministre de l'économie Bruno Le Maire dans sa quête d'un second souffle dans les relations bilatérales. Mais force est de constater qu'Emmanuel Macron et son ministre retourneront à Paris les mains vides, car aucun accord ni contrat n'aura été signé entre les deux parties au terme de cette visite. Qu'il s'agisse d'énergie, d'investissement ou de commerce direct de biens et services. La donne économique algérienne devient donc une équation plutôt insoluble pour la France, dont les entreprises sont de moins en moins compétitives et ont du mal à s'adapter au changement de paradigme sur le plan macroéconomique, car elles sont trop habituées à une logique mercantile, désormais proscrite dans l'ère de l'Algérie nouvelle. De son côté, grâce à sa nouvelle loi sur l'investissement, cette même Algérie nouvelle épouse une vision résolument plus pragmatique. Alger ne cache plus son ambition de ne vouloir travailler qu'avec les meilleurs, dans un modèle de partenariat gagnant-gagnant, avec en ligne de mire le tiercé gagnant, création de richesses, emploi et taux d'intégration. Talonnée de très près par des concurrents asiatiques et européens, la France perd du terrain, notamment dans des secteurs stratégiques pour son économie, l'énergie, les produits céréaliers et laitiers ou encore les produits semi-finis. En 2020, le pays ne captait que 10% de part de marché en Algérie. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé à ce sujet. Intensifier les efforts en vue de rehausser les relations sont à l'ordre de cette visite. On écoute. جددنا عزمنا على الدفع نحو تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بعلاقتنا وفق خطوات عملية مدروسة وبرنامج زمني محدد لتفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة لا سيما اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى لCIHN واللجنة المشتركة الاقتصادية لكوميفا والحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي. Et le plan économique de cette visite, on va en parler avec notre invité ce soir, Abdelrahman Mebtoul, expert en économie qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, la France qui repart sans contrat, monsieur Mebtoul, est-ce que ça vous surprend ? Bon, moi je pense que à la lumière des discours du président Abdelmadjid Tebboune
et du président Emmanuel Macron, il faut dégager 3 axes. Il faut voir ça dans sa globalité. Le premier axe, la visite avait pour objet essentiel d'atténuer les tensions qu'a connues récemment les 2 pays, où certains lobbies ne voulaient pas d'une relation apaisée, et dans ce cadre, le facteur culturel, se basant sur la tolérance et le respect d'autrui, est important pour aplanir nos divergences. L'installation de la commission annoncée de chercheurs algériens et français sur toute la colonisation et la guerre de libération nationale par le devoir de mémoire est importante. C'était le premier axe. Le deuxième axe, face aux tensions géostratégiques et le chef d'état-major de l'ANP ayant reçu le ministre des Armées, toute la tension effectivement au niveau de la région sahélienne, où il est reconnu par la communauté internationale que l'Algérie est un acteur stratégique de la sécurité de la région méditerranéenne et africaine grâce aux efforts incessants de l'ANP de service sécurité. Concernant le volet économique qui a été abordé superficiellement, c'est vrai, comme l'a dit votre reportage, pas de grande annonce où la France, par rapport aux années passées, a perdu des parts de marché. Je vous rappelle qu'en 2019, la France a fourni 10,9% et a été le principal client de l'Algérie avec 14,11%. Or, selon les statistiques douanières, durant le premier semestre 2022, les principaux fournisseurs sont la Chine, 16,5%, la France seulement 7,17%, le Brésil 6,51%, tandis que les principaux clients sont l'Italie avec 21,83%, l'Espagne 12,13% et la France seulement 9,94%. Oui. C'est que dans la pratique des affaires, il n'y a pas de fraternité et comme l'a souligné votre reportage, c'est que l'Algérie entend effectivement privilégier avant tout ses intérêts et que dans la pratique des relations internationales et des affaires, il n'y a pas de sentiment. C'est que l'Algérie entend privilégier un partenariat gagnant-gagnant, entreprendre ensemble afin de favoriser une prospérité partagée. Monsieur Meftoul, vous parlez de partenariat gagnant-gagnant. Un autre volet, oui. Bien que l'Algérie est un acteur stratégique pour l'Europe dans son l'approvisionnement énergétique, actuellement 11%, et ambitionnant d'arriver à 25% en 2025-2027, ce volet n'a pas été tellement abordé puisque pour la France, elle dépend du gaz russe qu'environ entre 15 et 17%, pas comme l'Allemagne à 40%. Donc, mais attendons, c'est que, comme l'a dit le président Abdelmajid Tebboune, pour la concrétisation d'autres projets, il a été convenu la mise en place de commissions spécialisées entre les différents départements ministériels. Espérons que cette visite permette de promouvoir l'esprit de paix, d'amitié, d'excellence et un partenariat gagnant auquel l'Algérie tient avant tout, ainsi que le devoir de mémoire. Monsieur Meftoul, on vient de faire un état des lieux de la situation économique entre la France et l'Algérie. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des intérêts économiques de la France en Algérie dans un climat de concurrence féroce dans le monde aujourd'hui? Non, c'est que le monde, on va vers un c'est qu'avec les tensions en Ukraine, les tensions à Taïwan, c'est que le monde ne sera plus avant. C'est que actuellement il y a une percée des BRICS. Les BRICS représentent actuellement 25% de la richesse mondiale et 40% de la population mondiale. Sans compter que la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie ont le nucléaire. Donc l'Algérie entend privilégier effectivement ses intérêts, elle espère avoir une économie diversifiée à terme, mais peut-être rentrer également dans le BRIC. Donc la France doit éviter ce paternalisme qu'elle a. Elle a beaucoup perdu en Afrique. Elle est en train de perdre effectivement au niveau de pas mal de zones. Et il faut qu'elle change de logiciel. C'est ce que j'ai dit à vos confrères des médias internationaux. Oui. Si elle reste avec le même logiciel d'un esprit de colonisateur, de domination, elle risque pas uniquement de perdre des parts de marché en Algérie, mais de perdre des parts en Afrique. Donc, effectivement, il s'agit entre nous et la France. Effectivement, il y a le devoir de mémoire auquel l'Algérie tient essentiellement, mais de préparer ensemble l'avenir sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant.
Bon, il y a des segments, il ne faut pas avoir une vision négative de l'économie française, qui est la deuxième économie européenne après l'Allemagne. Il y a des segments où une coopération gagnant-gagnant peut être mise en œuvre. N'oublions pas la diaspora, qui est la plus importante en Europe, qui peut servir de pont entre l'Algérie et la France. Oui. Donc, effectivement, la chance de la France est d'avoir un président jeune qui n'a pas été effectivement dans le cadre de la colonisation, mais il s'agit de préparer ensemble effectivement l'avenir, de préparer l'avenir effectivement. Merci. Moi, je pense personnellement que l'Algérie et la France sont des acteurs stratégiques pour la stabilité à la fois de la région méditerranéenne africaine, parce que toute déstabilisation de la région entraînerait par ricochet une déstabilisation de toute l'Europe. Merci Abdelrahman Mebtoul pour cet éclairage. Vous êtes expert en économie, vous étiez en direct avec nous. Les visites en Algérie des présidents français se sont enchaînées depuis l'indépendance. L'État algérien a toujours su accueillir ses invités. La visite d'Emmanuel Macron hier diffère des autres. L'occasion de revenir ce soir sur l'histoire des présidents français accueillis en Algérie. Mohamed Amin Aberkan. De Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron en passant par François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande. C'est pour la première fois que le tapis rouge n'est pas déroulé à un président français. Le bain de foule, quant à lui, a été soigneusement rangé. L'histoire des visites d'État entre l'Algérie et la France a débuté le 10 avril 1975, lors de la réception de Valéry Giscard d'Estaing, soit un an après son entrée en fonction, et qui a marqué la première visite officielle d'un président français dans l'Algérie indépendante, accueillie cette année-là par le défunt président Houari Boumediene. Puis vint le tour de François Mitterrand de se rendre à Alger en visite officielle en date du 30 novembre 1981. Une année où l'autre défunt président Chadli Benjedid était toujours en activité et à la tête du pays. Accueilli en grande pompe le 2 mars 2003, Jacques Chirac a été reçu à Alger avec les plus grands honneurs. Des milliers d'Algériens l'ont acclamé cette année-là, une année où la déclaration d'Alger a été signée et qui prônait le renforcement de la coopération entre la France et l'Algérie. Élu en 2007, Nicolas Sarkozy s'est rendu lui aussi, comme ses prédécesseurs en Algérie, le 3 décembre de la même année. Le même sort lui a été réservé, cérémonie protocolaire et une réception à la hauteur d'un chef d'État. L'année 2012 a porté le candidat François Hollande à la tête de la Ve République. Accompagné d'une forte délégation, il se rendra à Alger le 19 décembre de la même année et tout le monde s'en rappelle du bain de foule qui lui a été réservé à Alger Centre. Le 6 décembre 2017, Emmanuel Macron a effectué sa première visite officielle en tant que chef d'État en Algérie et c'est à pied qu'il est parti au contact des Algériens dans une rue du centre de la capitale Alger. La deuxième visite d'Emmanuel Macron en Algérie en tant que chef d'État ne ressemble pas aux autres visites. À se demander s'il a bien reçu une invitation officielle du président Abdelmadjid Tebboune, la réponse, on l'aura certainement, une fois rentré en France. Zoom sur l'économie française avec ces déclarations du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. D'après lui, l'État ne pourra pas couvrir la totalité des dépenses d'inflation pour toutes les familles françaises dans la durée. Déclaration faite suite à l'allocution du président français Emmanuel Macron. Il avait appelé le gouvernement à l'unité face à la grande bascule qui marque la rentrée avec la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. La question qui m'a été posée, c'est est-ce que vous allez couvrir la totalité des dépenses d'inflation pour toutes les familles françaises dans la durée? La réponse, elle doit être honnête. La réponse est non. Et chacun doit comprendre que face à une augmentation des prix, nous faisons le choix d'aider en priorité les plus modestes. Nous intervenons surtout là où c'est le plus prégnant, le plus difficile, le plus crucial, c'est-à-dire en cette période de rentrée scolaire. Nous avons fait le choix depuis des mois, et ce jusqu'à la fin de l'année, d'empêcher toute hausse du prix du gaz, de limiter la hausse du prix de l'électricité à 4%, parce que ce sont aussi des dépenses du quotidien indispensables. Crise énergétique au Royaume-Uni, le coût de l'électricité et du gaz augmentera à 80%, et ce à partir du mois d'octobre. Annonce faite par le régulateur britannique Ofgem. Cette séquence, 58% des ménages britanniques risquent de faire face à une précarité énergétique d'ici l'année prochaine. Une situation inédite dans le Royaume. Inès Loralaïb.
La hausse des prix du gaz et de l'électricité reflète la progression continue des cours mondiaux qui a démarré avec les déconfinements après la pandémie et a été poussée à des niveaux records quand la Russie a lentement interrompu ses approvisionnements de gaz en Europe, seul argument apporté pour le moment par l'OFGEM, ce dernier qui avertit que les prix pourraient empirer considérablement tout le long de 2023 et appelle le gouvernement à apporter des aides urgentes. Le directeur général client d'EDF au Royaume-Uni appelle le gouvernement britannique à agir pour éviter de voir des millions de foyers tomber dans la précarité énergétique. Nous appelons évidemment le gouvernement à intervenir parce que plus de la moitié des foyers britanniques en situation de précarité énergétique, avec potentiellement un risque considérable d'augmentation de la dette client, ça aura un impact sur les prix dans le futur. Il faudra à un moment donné que la dette qui aura été générée soit répercutée sur les prix futurs. Patronat, fournisseurs et associations appellent à une action gouvernementale immédiate pour éviter un choc dramatique pour les ménages modestes, déjà confrontés à une inflation à plus de 10%, la plus forte des pays du G7, tandis que l'économie britannique est au bord de la récession. Il y a quelques années, je dépensais 25 livres par mois. Ça a évolué au fil du temps. Jusqu'à il y a environ un an, c'est passé à j'en sais combien. J'étais choquée. Je payais 45 livres, ce qui n'était pas le double, mais augmenté. Et puis récemment, c'est passé à 65 livres, ce qui, comparé aux 25 livres, représente plus du double. Mes factures ont donc plus que doublé en réalité. Le Premier ministre conservateur Boris Johnson, sur le départ, a décidé de laisser ce dossier politiquement sensible au prochain chef de gouvernement, dont le nom sera dévoilé le 5 septembre. La favorite Liz Truss a quant à elle jusque-là privilégié les baisses d'impôts, plus que les aides directes qu'elle qualifie régulièrement de pansement. Et dans le dossier du Sahara occidental, les récentes déclarations du roi du Maroc ne passent toujours pas et continuent à faire parler d'elles. On rappelle que ce dernier avait dans son discours pris un ton menaçant s'adressant aux pays alliés afin qu'ils se prononcent et déterminent leur position sur la question du Sahara occidental. Selon bon nombre d'observateurs, son discours était porteur de menaces. Quelques heures après la première réponse cinglante de l'ambassadeur chinois à Rabat qui a déclaré que les Nations Unies étaient le seul endroit pour résoudre ce conflit, plus tard, la réponse viendra de l'Union européenne où il a été clairement signifié à Mohamed VI par le biais de Joseph Borrell que le peuple sahraoui est celui qui déterminera seul son sort conformément aux principes des Nations Unies. Et c'est dans ce sens qu'Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, est intervenue en parlant de la question du Sahara occidental hier en visite à Rabat. Et devant Nasser Bourita, gêné, Baerbock déclare que son pays, comme l'Union européenne, parie fort sur les négociations menées par les Nations Unies dans le cadre de l'amélioration des chances de trouver une solution permanente et satisfaisante pour toutes les parties. On va en parler ce soir avec Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, monsieur. Salam. Alors, comme vous venez de l'entendre, le Maroc ne sait plus à quel sens se vouer. Il enchaîne les échecs diplomatiques, monsieur Ayachi. Le Marzen est tombé bien bas. Il passe désormais à la vitesse supérieure en déformant même des déclarations officielles. Tous les moyens sont bons pour faire plaisir à un roi qui est porté disparu, on le rappelle. Oui, vous savez, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge et l'amalgame. Quand vous parliez de cette rencontre, de cette conférence de presse conjointe à Rabat, il est utile de revenir à l'enchaînement des faits pour encore mettre en exergue l'expertise marocaine en matière de manipulation des faits. Oui. D'abord, c'est Nasser Bourita qui prend la parole et qui aborde le dossier du Sahara occidental. Et comme d'habitude, il s'est mis à débiter son discours sur l'autonomie comme étant l'unique solution et comme étant un cadeau du roi aux Sahraouis. En même temps, Bourita a parlé du Sahara marocain. Et lorsqu'elle a pris la parole, la ministre allemande, sur le même sujet, a replacé les choses dans leur contexte. D'abord, elle parlait du Sahara occidental et non marocain. Et puis, elle a exposé dans le détail la position de son pays sur le problème.
Le dossier est entre les mains des Nations Unies. L'Allemagne soutient les efforts des Nations Unies pour trouver une solution à ce conflit selon le droit international. Elle dit aussi au passage qu'elle note l'initiative. Elle ne dit pas la solution. Elle dit que notre initiative marocaine d'autonomie, sous-entendue à examiner comme une proposition marocaine utile dans le cadre peut-être des négociations entre les deux belligérants. Par la suite, Bourita s'est estimé avoir été mouché par la ministre allemande des Affaires étrangères et s'est obligé de reprendre la parole pour dire oui, nous restons attentifs à un processus au sein de l'ONU et pas en dehors de l'ONU. Donc la position de l'Allemagne est celle des Nations Unies, c'est-à-dire la recherche d'une solution conforme au droit international, c'est-à-dire qu'il faut passer par un référendum d'autodétermination. C'est cela la vraie et la bonne lecture de la position de l'Allemagne. Okay. Avec votre permission, je dirais que pour dissiper cet amalgame, oui, monsieur Ayachi. il est utile de noter succinctement trois choses. L'une, vous en avez parlé dans votre introduction, c'est la déclaration de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, à la suite du discours du roi du Maroc. Le roi du Maroc, dans son discours, s'adonnait à ce qu'il sait faire de mieux, le chantage vis-à-vis des pays européens. À mots couverts, il exigeait des pays européens qu'ils s'alignent sur le thèse marocain d'autonomie, faute de quoi il laissait planer des menaces à peine voilées. Et Borrell lui a répondu 2 jours plus tard, clairement, le dossier est à l'ONU et l'Union européenne soutient les efforts des Nations Unies pour trouver une solution dans le cadre du droit international. Le deuxième point, très succinctement, c'est qu'il y a eu un entretien téléphonique entre notre ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et la ministre allemande des Affaires étrangères. C'est la ministre allemande des Affaires étrangères qui a appelé notre ministre 2 jours seulement avant son voyage à Rabat. Je pense comme vous que ce n'est pas seulement pour lui dire bonjour, c'est probablement pour se consulter sur les sujets qu'elle allait discuter à Rabat dans celui du Sahara occidental. Et puis, il y a eu cette déclaration du Parti populaire espagnol, un parti majoritaire de la droite espagnole, qui officiellement soutient Borrell dans ses déclarations et qui aussi, dans ce contexte, condamne clairement la volte-face de Pedro Sanchez. Oui. Voilà maintenant les choses remises à leur vraie place et encore une fois, des défaites pour la diplomatie marocaine. Merci Saïd Ayachi, vous étiez en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Et en Éthiopie, après 5 mois de trêve, les combats entre forces gouvernementales et rebelles tigréens ont repris à la frontière sud de la région. Ce vendredi, un bombardement mené par l'aviation éthiopienne sur Mekele a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Inquiète, la communauté internationale a appelé au calme et à une résolution pacifique du conflit qui dure depuis 21 mois. Souhila Kilal. Au moins 4 personnes ont été tuées, dont 2 enfants et 9 autres ont été blessés ce vendredi dans un bombardement mené par l'aviation éthiopienne sur Mekele, capitale de la région rebelle du Tigré. Cette région du nord de l'Éthiopie connaît ces derniers jours un regain de tension entre forces gouvernementales et rebelles tigréens, après 5 mois de trêve. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement fédéral a appelé la population vivant au Tigré à se tenir loin des zones où se trouve l'équipement militaire et les structures d'entraînement rebelles, car des actions militaires allaient y être menées, même si le gouvernement restait entièrement disposé à discuter sans condition avec les rebelles. Craignant la reprise du conflit à grande échelle, de nombreux pays et organisations internationales, notamment l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne, ont appelé à une cessation des hostilités et à une résolution pacifique du conflit qui dure depuis 21 mois. J'appelle fermement à la cessation immédiate des hostilités et à la reprise des négociations de paix entre le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré. Depuis novembre 2020, la guerre dans le nord de l'Éthiopie a fait plusieurs milliers de morts et 2 millions de déplacés. Selon l'ONU, des centaines de milliers d'Éthiopiens vivent depuis dans des conditions proches de la famine. La trêve conclue fin mars avait permis la reprise progressive de l'acheminement de l'aide humanitaire par voie de route vers le Tigré après 3 mois d'interruption. Depuis fin juin, le gouvernement fédéral et les rebelles se disent disposés à entamer des négociations de paix, mais des divergences sur les modalités bloquent le processus.
Sport, on va parler football ce soir et vous l'aurez deviné, du tirage au sort de la 68e édition de la Ligue des Champions. Elle a été effectuée hier à Istanbul. Les détails avec Fessa Salah. Men's Player of the Year is Karim Benzema. Il lui a fallu remporter la 5e Ligue des Champions pour recevoir les récompenses individuelles. Le roi Karim Benzema a reçu hier à Istanbul sa couronne européenne. Karim a été élu meilleur joueur européen grâce à une saison monstrueuse. Je suis content de mon parcours. Comme je le dis souvent, c'est un trophée individuel, mais ça vient avec tout le collectif. Donc, comme je le dis et comme je vais le répéter à chaque fois, merci à tous mes coéquipiers, au Real Madrid, président et l'entraîneur. Mais comme je le dis, je suis fier de mon parcours. Le maître de la 14e Ligue des Champions, Carlo Ancelotti, a été élu meilleur entraîneur européen. La compétition cette saison sera rude, vu le nombre de prétendants à la coupe aux grandes oreilles. Le tirage au sort de la phase groupe de la Ligue des Champions a été effectué hier par la star ivoirienne Yaya Touré. Aucune équipe ne pouvait jouer contre un club de sa propre association. Le tenant du titre, Real Madrid, a hérité un groupe accessible et à sa portée. Un groupe qui contient Leipzig, Shakhtar et Celtic, tandis que la mission du Barça sera compliquée dans le groupe C. Un groupe surnommé le groupe de la mort. Une nouvelle fois face au Bayern, mais avec des données différentes. Lewandowski est catalan. Le groupe contient aussi l'Inter de Romelu Lukaku et Victoria Plzen. Le Milan AC de Ben Nasser sera face à Chelsea de Tuchel, Salzbourg et Dynamo Zagreb. Man City de Mahrez est tiré dans le groupe G avec Séville, Dortmund, Copenhagen. Le groupe D est un groupe ouvert. L'OM, Sporting, Tottenham, Frankfurt. La première journée est programmée le 6 et le 7 septembre. Et juste avant de se quitter, cette information de dernière minute, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce vendredi une réunion de travail avec le président français Emmanuel Macron en présence des autorités sécuritaires des deux pays. Ont pris part à cette réunion du côté algérien le général d'armée Saïd Chingriha et le directeur général de la lutte contre la subversion, ainsi que le directeur général de la sécurité intérieure DGSI, ainsi que le directeur général de la documentation et la sécurité extérieure. Cette réunion s'est déroulée en présence du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, du chef d'état-major français et général des armées, Thierry Bucart, et le directeur général de la sécurité extérieure DGSE. À noter que cette réunion de coordination est la première en son genre depuis l'indépendance en Algérie. Les deux parties ont échangé sur les différents points de vue autour des affaires régionales et sécuritaires qui intéressent les deux pays, entre autres. Voilà, c'est sur cette information qu'on clôt ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. L'information continue sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve demain à 19h, comme de coutume. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir.